Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Mais en plus de Marc-André, on va recevoir la visite de Marc Calix, ancien des St. Peters de Calgary, afin de discuter des Alouettes, de la victoire de l'équipe de Jason Matz la semaine dernière. Et cette semaine, les Alouettes vont affronter à nouveau les St. Peters. Toutefois, la rencontre aura lieu à Calgary. Marc-André va également dévoiler son top 20 fantasy football à la position d'ailier rapproché. Et je vous invite également à écouter mon entretien avec Malik Mega des Panthers de la Caroline. Alors, on a un épisode qui est encore une fois très chargé. Alors, sans plus tarder, Guillaume, par la musique. On accueille pour la première fois Marc-André au podcast Marc Calixte, que je connais depuis, je ne vais pas dire depuis combien d'années, parce que ça fait longtemps. On avait joué un contre l'autre au cégep, au collégial, alors que toi, tu portais les couleurs des Cheetahs du cégep Vanier, puis moi, je jouais pour les Spartiates du cégep du Vieux-Montréal. Marc, content de t'avoir au podcast. Ça fait longtemps Ça fait qu'on aurait dû plaisir. t'inviter. Ah, écoute, moi, je vois les invités que tu as eus auparavant, puis j'avoue que c'était des belles interactions. Alors, je pensais plus me préparer pour la tienne. Avoir plus de temps pour me préparer, ce serait mieux. Ouais, ouais, là, t'es dans ta voiture, mais c'est pas grave. Écoute, là, tu connais le football, ça fait Ouais. ça fait genre 35 ans que t'es dans le monde du football. Fait que je crois pas que tu vas être désemparé. Écoute, avant qu'on commence notre entretien, Marc-André, on va inviter les gens à s'abonner à nos réseaux sociaux et à nous suivre. Exactement, on est un peu partout. On est sur Facebook, le Sac du Cœur. On est sur Instagram, le Sac du Cœur. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Instagram, Facebook. Facebook, on a franchi le cap des 1000 abonnés. Instagram, ça bat de l'aile un petit peu, là. On aimerait ça avoir plus d'abonnés. On est évidemment sur YouTube. On met en ligne le podcast version visuelle. Sur YouTube, le Sac du Cœur via Didier Juste, ça fonctionne également. On est sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts et partout où vous trouvez vos podcasts préférés. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Oui, on vous invite également à participer à notre pool de football qu'on recommence cette année pour une troisième édition. Alors, c'est simple, pool de football de la NFL. À toutes les semaines, une fois que la saison régulière de la NFL sera commencée, on va vous inviter à aller faire vos sélections, tout simplement, en fait, de choisir quelle équipe va gagner quel match sur toutes les rencontres qui sont présentées à toutes les semaines du côté de la NFL. Alors justement, je vais partager le lien du pool via nos réseaux sociaux. Alors, on vous invite à vous abonner, mais également à partager nos publications avec vos amis qui sont également des mordus de football. Alors, sans plus tarder, on va parler des Alouettes qui ont été en mesure de décrocher une autre victoire, cette fois-ci contre les St. Peters samedi soir. Ben oui, écoute, Didier, au Sac du Corps, on a de la suite des idées. On a invité un ancien des Stampeders pour parler des Stampeders contre les Hein? Alouettes. Alors, Marc, premièrement, Marc, qu'est-ce que tu penses du début de la saison des Alouettes, là, tes impressions générales sur les premiers matchs de l'équipe? Ben, je trouve que c'est une équipe qui est extrêmement bien préparée. On s'entend que j'avais des réticences du fait qu'on avait perdu Sankey, mais Quentin s'est dévoilé quand même très efficace. Même si, on a quand même une certaine faiblesse au niveau, de la course au sol, puis on a eu quelques blessés qui a vraiment affecté la tertiaire. Je dirais franchement, je suis vraiment satisfait de ce début de saison-là. Je pensais déjà qu'ils allaient avoir du succès, mais d'avoir du succès de cette manière-là, c'était non prévu. Je je pensais qu'Alexander serait en meilleure forme qu'il l'est présentement, mais je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de faiblesses en défensive que qu'est-ce qu'on croyait et de qu'est-ce qu'on a vu, justement en début de saison. Ouais, la défense est pas constante. Encore, tu as mentionné les blessés, il faut le souligner, là, il n'y a pas beaucoup d'unités défensives qui peuvent connaître du succès sans leurs deux demi-coins partants. Lawrence Burns est revenu au jeu la semaine dernière. Mais tout de même, la performance contre les St. Peters de Calgary, encore une fois, il y a peu de constance de la part de l'unité défensive, mais au moins ce que j'ai aimé, c'est qu'on a été capable de fermer la porte. À la fin de la rencontre, lorsque les Stampeders avaient la chance de créer l'égalité, la défense s'est dressée. Alors, on va avoir du temps afin d'apporter d'autres correctifs. Mais je dirais, moi, de ce début de saison des Alouettes, je suis impressionné par l'attaque.
Je suis impressionné vraiment par Davis Alexander. C'est comme s'il a emmené le niveau de son jeu, ben, justement, à un autre niveau depuis le début de la saison régulière. Puis ce qui aide les Alouettes, il faut dire, c'est l'état également de la division Est. Hein. Les Tiger Cats qui ont perdu les Oui. services de Bo Levi Mitchell, puis là, on l'a vu, leur Mhm. attaque, ben, c'est ça, elle est en panne sèche sans leur carrière. Puis Oui. écoute, on a vécu la même chose à Montréal l'année dernière sans Davis Alexander. Les Argonauts de Toronto qui n'ont pas de défense, qui jouent continuellement sur la route. Et Ottawa, mon Dieu que la saison va être longue à Ottawa. Le Rouge et Noir des jeunes Oh, fiches, ouais, ouais, aucune ouais. victoire et 5 défaites. C'est ça. Mais personne n'avait pitié des Alouettes lorsque Alexander était absent l'année dernière. Alors les Alouettes, eux, vont être sans pitié pour le reste de la division Est. Si Alexander et Philpott peuvent rester en santé, je pense que le premier rang est destiné aux hommes de Jason Maas. Effectivement. Puis je pourrais même en rajouter sur la performance d'Alexander. C'est tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, tout le monde a du tape. Et quand même, il a réussi à performer de la sorte. C'est impressionnant. Être capable de faire du self-assessment et de voir tes propres capacités et, et de réaliser que tu peux encore chercher des, 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 des avantages au niveau de ton jeu. C'est très impressionnant. Puis il faut dire aussi, il y a trois grosses têtes là-dedans. Là. Premièrement, on a Davis, on a Alexander, on a Jason Moss, Mhm. puis il ne faut pas oublier Anthony Calvillo. Puis c'est un monstre à trois têtes pour l'offensive, puis pour toutes les défensives de la Ligue canadienne. C'est un casse-tête à n'en plus finir. Là. Mais parlons Ouais. justement, ça m'amène à vous parler des ischio-jambiers et d'Alexander. On l'a vu encore en fin de match, là, lors du dernier match, ça n'a pas été facile, Didier. Euh, on dirait qu'à chaque match, c'est la même chose qui se passe. Euh, Honnêtement, moi, ça m'inquiète quand même, voir à quel point ce gars-là est incapable, genre, de demeurer en santé au cours d'un match. Didier, est-ce que toi, ça t'inquiète? Ben, c'est sûr que ça m'inquiète. Je viens d'en parler comment l'année dernière, la saison On des dirait qu'on Alouettes a pose la presque même été question à chaque déroutée. semaine. Je sais, mais on n'a pas le choix, Marc-André. Moi aussi, je me dis, est-ce qu'on est en train de se répéter? Oui, on se répète, mais on n'a pas le choix. On l'a vu, il a quitté momentanément la rencontre, il est allé dans le vestiaire pour faire soigner son ischio-jambier, les ischio-jambiers de sa jambe gauche. Il est revenu dans le match finalement, mais on l'a vu, il boitait par moments. On l'a vu passer sa main sur ses ischio-jambiers. Donc, on n'a pas le choix, Marc-André, que de s'inquiéter parce qu'on sait de quoi les Alouettes ont l'air sans lui. Quoique je crois qu'on est mieux nanti à la position de carrière réservée Mhm. cette année avec Dawson Crum qu'on l'était l'année dernière avec McLeod Bethel Thompson. Mais Marc, est-ce que toi aussi ça t'inquiète Oui, là? Parce qu'à tous les matchs, il y a un oui. moment durant la rencontre où on voit Alexander masser ses ischio-jambiers, puis on se dit bon ben ça y est, c'est reparti comme l'année dernière. Ben, il faut savoir dans l'équipe médicale puis l'équipe d'entraîneurs préparatoires des Alouettes, ils ont des têtes de très haut niveau. Je pourrais parler de Marc Toussaint, je pourrais parler du staff qui était déjà là auparavant. Puis Jason Moss est un ancien carrière, puis il sait exactement c'est quoi une blessure et c'est quoi un inconfort ou tout simplement des crampes ou des spasmes musculaires. Si on s'entend, on est en début de saison, on est très tôt dans la saison, puis si Jason Moss et l'équipe médicale auraient évalué que c'était une blessure qui s'aggravait ou une blessure qui faisait en sorte que ça le mettait à risque d'une déchirure ou carrément de l'arrêter pour le restant de la saison, il l'aurait retiré. Alors, ce que je présume, c'est qu'il avait probablement des crampes, des spasmes, parce que même si on a des faiblesses à l'ischio-jambier, mais ça ne détermine pas le fait que c'est peut-être juste simplement un réflexe de, de justement musculaire, de douleur, pas de douleur musculaire, mais de déshydratation musculaire qui se passe à son endroit, qui fait en sorte qu'il a possiblement des spasmes et des crampes. Euh, c'est pour ça qu'il n'a pas été retiré et je ne pense pas qu'il va être retiré contre Calgary en Calgary. Je pense tout simplement qu'après le match à retour, que Dustin Crum risque de prendre euh, plus de jeux offensifs concernant le fait qu'on va jouer contre des Tiger Cats qui se recherchent, puis les Rouges et Noirs, ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Oh, c'est Tu c'est sûr penses, que je tu, pense que Dustin.
Mais tu Ouais, penses que vas-y, les vas-y. Alouettes donneraient du temps de jeu à Crum pour donner une opportunité à Alexander de reposer ses ischio-jambiers? Tu crois ça sincèrement? Mais moi, je pense pas que c'est question de repos pour Alexander, mais juste une question de préparer tes deuxièmes carrières, ton carrière de deuxième plan, comme puis même Terry Wilson aussi, je le vois aussi possiblement peut-être avoir des répétitions. C'est une session qu'il n'y a rien qui peut préparer une carrière mieux qu'un match live. Il n'y a rien de mieux. Là. Tu peux pas simuler un match en pratique. Oui, tu peux faire du mieux que tu peux avoir des séquences préparées, mais il n'y a rien qui égale un match. Moi, je pense plus pour une préparation future pour Dustin Crum et même Wilson pour entamer le restant de la saison, pas seulement pour reposer des Alexander, mais vraiment plus pour les préparer. Puis Dustin Crum, il ne faut pas l'oublier, ça a été un partant pendant longtemps au sein du Rouge et Noir. Et c'est la première fois qu'il va avoir autant d'outils offensifs et aussi une ligne offensive qu'on pourrait carrément mentionner une des meilleures de la Ligue. Et il y a une grande stabilité à la fin de la saison qui a fait en sorte que les mêmes joueurs de ligne offensive qui étaient présents l'année dernière sont encore présents aujourd'hui. Même si on a un Justin Lawrence qui risque de faire son retour bientôt, mais on ne le sait pas quand. Mais si on regarde la ligne offensive des Alouettes, ils sont en santé, ils sont en forme, ils performent. Euh, il, y a, il y a une stabilité, il y a aussi une cohésion entre eux qui fait en sorte qu'ils ont un synchronisme qui permet à Alexander de s'acheter du temps beaucoup plus facilement que les années auparavant. Tu ferais ça même en début de saison, tu donnerais du temps de jeu aux autres après quoi? On est la semaine 6-7. Après 7-8 matchs, déjà, tu penserais déjà à d'autres carrières. Tu trouves pas ça un peu tôt? Ah, comme je, comme je, comme je l'ai dit auparavant, c'est pas une question de reposer Alexander, c'est une question de préparer. Puis, je le ferai aussi tôt dans la saison parce que la fenêtre, surtout quand il y a des équipes qui sont dans un désarroi, surtout en début de saison, ils ont besoin de temps pour pouvoir peut-être se refaire, de se remodeler pour Mm. être capable de poursuivre le reste de la saison. Et c'est qui va faire en sorte que plus tard dans la saison, ces équipes-là vont devenir un peu plus dangereuses parce qu'ils vont pouvoir compenser pour des lacunes qu'ils ont eues en début de saison. Alors pourquoi attendre Mais Marc, que les équipes. mais Ouais. Marc, justement, c'est pas le moment pour leur piler dessus, justement, tu sais, afin d'augmenter l'avance que les Alouettes ont en tête de la division S. Tu sais, justement, c'est pas le Ah, moment là d'en profiter pendant que les Tiger Cats sont amochés sans leur carrière partant, pendant que Toronto se cherche, justement, d'emmagasiner les victoires pour après, plus tard dans la saison, justement, donner des départs à Crum. Puis peut-être ça serait une opportunité également afin de reposer Davis à Alexander. Tu voudrais pas y aller dans cet ordre-là, plutôt, tu sais, augmenter l'avance en tête de la division, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver aussi, tu sais. C'est la Ligue ouais. canadienne. On a déjà vu des bonnes avances disparaître. Et puis, on est juste au mois de juillet. Tu sais, faudrait pas nécessairement mettre la Ouais. charrue avant les bœufs, comme on dit, non? Ben, justement, pourquoi je dis déjà maintenant? Parce que je sens très clairement, je peux mentionner que Davis ne sortira pas du jeu. Et je le dis encore, il ne va pas sortir du jeu, mais il va, il va devoir avoir Dustin Crum qui va se mettre à jouer beaucoup plus, probablement au fin du troisième quart, quatrième quart. Je le vois dans cette Ah, optique-là. Je ne OK. le vois pas pour qu'il soit OK, 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 partant. OK. Je OK. OK, ne le OK, vois pas pour qu'il soit OK. le partant numéro un. Je le vois plus dans OK. l'optique que oui, les choses risquent de mieux se porter et que lorsque les choses risquent de mieux se porter, surtout contre Hamilton et, euh, et Ottawa, je pense très sincèrement que Dustin Crum et même Terry Wilson vont probablement avoir des répétitions. Et Ouais. Vont probablement avoir leur Pour il ça, il tour. faut, faut avoir une Ouais, bonne avance du côté des Alouettes au quatrième quart. C'est ça. Puis là, depuis le début de la saison, ouais. tous leurs matchs sont serrés, rendus au quatrième quart.
On a eu la disette du troisième quart qui faisait en sorte qu'on ne savait pas pourquoi, mais au troisième quart, même après des ajustements, le repos du halftime, il y avait comme une léthargie dans les trois phases du jeu. Puis on voyait justement des fois, les Alouettes étaient complètement euh, sur les talons tout le long du troisième quart. Mais je vois les Alouettes comme une équipe qui est mature. Puis même après tout ce qu'ils ont vécu, ils ont été capables de pouvoir surmonter euh, le désarroi qu'ils subissaient au troisième quart et de revenir dans le match et de se garder dans le match et de finir en gagnant le match. Ça, c'est Oui. juste des signes de maturité. C'est juste un signe qui Ouais. fait en sorte que ces Puis, équipes-là euh, sont capables de faire la job, même lorsque les choses semblent ternes. mais on s'entend qu'il faut que les Alouettes gardent le cap là, sur la route devant eux, un peu comme toi en ce moment, Marc. Hein? Euh, euh, Ouais. Ty- Ty- Tyson Philpott, messieurs, on avait hâte de voir l'impressionnant groupe de receveurs des Stampeders, là, Jones, Brissett, Jalen Philpott, là, si on ajoute Damien Alford bientôt également. Mais c'est Tyson Philpott, c'est le receveur des Alouettes qui est vraiment sorti du lot encore une fois. 9 réceptions, 132 verges, un touché. Je vais commencer avec toi, Didier. Il est tout simplement incroyable. Est-ce qu'il peut maintenir ce rythme-là? L'incroyable Tyson Philpott. Je ne peux plus juste dire Tyson Philpott, je dois dire l'incroyable Tyson Philpott parce que là, les Alouettes ont joué quoi maintenant? 5 matchs. Il a au moins amassé au moins 100 verges, genre de 4 de ces 5 rencontres-là, 2 matchs de plus de 190 verges. Tu viens de mentionner ses statistiques contre les St. Peter's de Calgary. Tu sais, il a sonné la charge en attaque. Pour répondre à ta question, je vais dire que non. Parce que avant le match contre les St. Peter, s'il maintenait la cadence, il allait terminer la saison avec 2600 verges. Écoutez, les gars, c'est aussi simple que ça. Il connaît le meilleur début de saison dans l'histoire, dans toute l'histoire de la Ligue canadienne de football. On parle de plus de 100 ans d'existence. C'est le meilleur début de saison satisfaisant qu'un receveur a jamais eu. Il pourrait battre le record d'Alan Pitts pour le plus grand nombre de verges amassées en une saison à la position de receveur. Mais il y a un mais toutefois. OK, Tyson Philpott a préparé une saison complète seulement une fois depuis le début de sa carrière, c'était de son année recrue. C'est là ma question. On vient de parler là, de l'état de santé de Davis Alexander. À tous les matchs, on n'est pas certain. Je sais pas pour toi, Marc, mais moi aussi, je me retiens le souffle là, lorsque Tyson Philpott se fait plaquer. Parce que, ben c'est ça, tu sais, il a toujours fait des séjours sur la liste des blessés depuis le début de sa carrière, mis à part lors de sa saison recrue, des fois même 2 séjours sur la liste des blessés. Alors, c'est la raison pour laquelle je me dis probablement qu'il ne sera pas en mesure de maintenir le rythme qu'il a. C'est ça qui m'effraie, là. Est-ce qu'il va être capable de rester en santé? Je ne sais pas comment toi tu vois ça, mais moi, c'est ce qui me vient en tête lorsque je vois Philpott jouer aussi bien qu'il le fait. Est-ce que ça va pouvoir durer sans blessure? Je le souhaite de tout cœur. Parce qu'il est de loin le meilleur Ouais. receveur de passe de la Ligue canadienne. Ben, ça, c'est tout simplement l'effet Davis et Tyson, le synchronisme. On s'entend qu'on peut regarder à Anthony Calvillo puis Ben Cahoon à un certain temps. Il y avait comme un clic qui se passait entre ces deux joueurs-là. Puis justement, il y a ce clic-là, il est présent avec Tyson Philpott, puis même des fois Sneed, mais la connexion Tyson et Alexander, elle est là. Et c'est cette combinaison qui fait que Tyson reste en santé et que Davis est capable de toujours se sortir de pétrin. C'est Tyson Philpott aussi, c'est une seule vitesse. Et c'est pas quelqu'un qui va jouer pour se protéger. On le sait tous, c'est quelqu'un qui va prioriser la balle, quelle que soit la situation dans laquelle il est, quel que soit le type de couverture, que ce soit une balle 50-50, que ce soit dans les entre-zones, en arrière des secondaires, juste devant les demi-défensifs, il va se projeter sur la balle. Et je dis tout le temps, tu sais, comme je coach des jeunes aussi, puis je leur dis comment on brise une planche de bois au karaté. Puis tout le monde me dit ah, mais il faut juste que tu frappes la planche. Mais non seulement il faut que tu frappes la planche, mais il faut que tu la frappes sans aucune hésitation. Il faut que tu crois sincèrement que tu vas passer à travers la planche. Mais c'est le même principe avec Tyson. Pourquoi présentement il est encore en santé?
c'est qu'il joue à une seule vitesse et en allant avec cette vélocité-là et sans hésitation, veut pas, ça prévient les blessures. Je le dis tout le temps, puis beaucoup de personnes qui sont dans le jeu voient si c'est le joueur qui hésite ou qui ralentit une fraction de seconde avant de faire le contact, la plupart du temps, va se sortir de là avec des blessures ou tout simplement se trouver dans une contrainte physique qui lui permet d'avoir une blessure. Mais pour Tyson, le fait qu'il n'ait comme aucune hésitation, s'il priorise la balle et qu'il vienne à pleine vitesse, ben je pense que sérieusement, à moins que ce soit d'un timing malheureux d'un joueur défensif qui baisse la tête et que Tyson Philpott se projette, ce serait le seul moment que je verrais qu'il serait en danger. Mais autrement dit, je pense que Tyson Philpott, s'il continue de jouer de cette trempe-là et de prendre soin de son corps, je ne vois pas comment il va être arrêté. Je ne le vois pas, je le vois pas vraiment être blessé. Je le vois probablement être retiré de l'alignement, surtout s'il y a une avance importante et qu'on est pas mal certain de finir première division et qu'on va avoir un bye week. Mais à partir de là, lui, on peut le voir en plus, la passion sur ce joueur-là. Ce Et, joueur a une et- passion pour le jeu et, et il va refuser de se faire retirer, même si l'équipe a probablement une avance de 4 matchs sur l'équipe de deuxième, de deuxième rang dans mais- l'Est. C'est si... et Vas-y, oui, vas-y. mais je m'en allais dire, et en plus, là, il aurait pu inscrire un autre long touché contre les Stampeders, puis ça a été Ouais, rappelé par une pénalité. Ouais, Mais ça a vous été avez parlé annulé, de ben oui. Snead. ouais. Vous aviez parlé de Snead et de Tice. Je veux vous entendre là-dessus. Tyler Snead, là, un autre fort match, c'est quoi? C'est 6 réceptions, 86 verges, j'ai une passe de toucher. Écoute, en tant que Ouais. receveur, là, Marc, est-ce que tu aurais lancé cette passe de toucher-là dans les airs et tout, là, avec un genre de saut? Il me semble que c'était risqué comme passe. Ben, c'était risqué, c'était du Mahomes, du Black Magic, comme on dit. Mais Magie noire. ce jeu-là a été préparé. Ouais, ouais, c'est exactement. Puis ce jeu-là a été préparé, c'était de toute évidence. Puis ils ont probablement vu ce jeu-là marcher, surtout contre une défensive aussi agressive que les Stampeders de Calgary. C'est une équipe qui a une défensive très volatile. Ils viennent avec beaucoup de pression et avec des robbers, comme on dit. C'est quand un joueur de la tertiaire qui va essayer de voler un, un- un- une interception au quart arrière juste en étant furtif, puis en étant dans la zone profonde, puis descendre dans la zone intermédiaire. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent avec les Stampeders. Puis je pense que justement, ils ont pris avantage de ça. Puis Tyler Snead, dans sa tête, c'est pas vrai que je vais pas la lancer, la balle. Je la lance no matter what, parce que ce jeu-là a marché. Puis et je pense que sincèrement que lorsque Tyler Snead a sauté pour lancer la balle, c'est parce qu'il voyait déjà le joueur défensif de quitter Tyson Philpott et de laisser Tyson dans la zone début, puis il a dit n'importe quoi que je vais faire, la balle va se rendre. C'était comme un, tu sais, oui, c'était un peu fou comme jeu, mais je pense que c'était prévu puis que c'était tellement très bien planifié que Snead savait son rôle sur ce jeu-là, puis il a dit je vais la lancer no matter what. Je la lance, là. Je me mouille, Ouais, je puis la en plus, lance. ouais, puis en plus de ça, Tyler Snead avait des membres de sa famille, tu sais, qui étaient venus des États-Unis pour assister à la rencontre. Fait que je pense que sa décision était prise. Peu importe ce qui allait arriver, il allait lancer cette passe-là là, pour faire belle figure devant Ouais. parents et Mais, amis. Mais ben, Marc-André, tu as mentionné le nom de Travis Tice. Tice a connu un ouais, je gros m'en allais match au là. sol, hein? Ouais, c'est Ça a ça, été pour la les bougie. Alouettes. Sans Stevie Scott, Non, mais je m'en allais dire Mm. que ça a été c'est la ça. bougie d'allumage, vraiment. Sa course de 46 verges au troisième quart. On dirait que Mhm. les Alouettes, Didier, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on s'enlisait un peu dans notre marasme habituel du troisième quart ou du début de la deuxième demi. Puis cette course-là a vraiment redonné justement cette bougie d'allumage, l'étincelle que les Alouettes avaient besoin là, pour conclure la rencontre. Ouais, pour une rare fois cette saison, les Alouettes n'ont pas Mm. perdu le troisième quart, hein. Ça a été 10-10. Les deux équipes ont marqué 10 points au troisième quart.
Mais oui, non, tu as raison de souligner cette course de la part de Tice, tu sais, parce que, écoute, Stevie Scott a été placé sur la liste des blessés, hein, de 6 matchs. Encore une Ouais. fois, il est vraiment pas chanceux. On parle d'une blessure aux ischio-jambiers. Mais écoute, les Alouettes sont chanceux là, de pouvoir miser sur Tice. On se souviendra du match qu'il avait eu à Edmonton aussi. Tu sais, il avait inscrit au toucher 91 verges au sol, 47 par voie de réception contre les Elks. Oui, ça avait été dans une défaite, mais encore une fois, Scott était absent. Puis Tice a livré la marchandise. Donc, on est chanceux d'avoir de la profondeur à position porteur de ballon. Je n'ai même pas parlé de Shamari Lawrence, bon, lui qui a subi une blessure Mhm. la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle il n'était pas en uniforme. Mais vraiment, Snead et Tice, je tenais à qu'on mentionne les performances qu'ils ont eues la semaine dernière contre les Stampeders. Mhm. Parce que vraiment, ils ont eu des gros matchs. Puis le match a été serré jusqu'à la toute fin. Alors, sans ces performances-là, ben, les Alouettes auraient peut-être encaissé une défaite, là. Écoute, si on Ouais, parle du côté de la effectivement, défense, mais ah, vas-y, Marc. ouais, j'ai 2 points. On va parler de l'offensive, la ligne offensive, le travail qu'ils font. C'est ça qui a permis aussi à Travis de exploser. Puis surtout, quand tu vois le travail de PH, puis tu vois la ligne offensive créer une deuxième ligne de mêlée pour créer l'espace. Depuis le début de la saison, j- j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu vraiment de joueur de ligne défensive adverse être capable, surtout sur un jeu de course, d'être capable d'être tout de suite sur on appelle ça la ligne en arrière des joueurs de ligne offensive. Il n'y a aucun joueur depuis le début de la saison sur une course que j'ai vu un joueur de ligne défensive être en arrière de la ligne offensive, être face à face tout de suite vers le porteur de ballon. Il y a toujours cet espace-là qui permet toujours les porteurs de ballon d'avoir on appelle ça positive yardage, des verges positifs tout le temps, pratiquement sur chaque course. Et je dirais même le fait que Travis puis Shamari et que Scott, le fait que ces deux porteurs-là sont blessés a probablement limité le nombre de remises aux porteurs de ballon qu'il y a eu durant le match. Parce que, en sachant très bien que tu as juste pratiquement un seul porteur de ballon euh, pour le match, mais tu ne vas pas risquer le nombre plus de jeux de course, sachant que tu as juste un seul élément pour la course. Ce qui fait en sorte qu'il Mhm. y a eu probablement, je dirais, je pourrais au moins, normalement, je pourrais rajouter au moins 5 ou 6 tentatives de plus si on avait un porteur de ballon de plus. Mais là, je Mhm. pense qu'il y a eu probablement 12 courses, je pense, 12 ou 13. Ouais, 12 13 ou courses, 13 courses, je 94 pense. verges, un touché. Ouais, 13 courses, 94 verges, exact. un touché. Mais il faut dire que le jeu au sol, on va se le dire, là, ça ne fait pas partie de l'ADN des Alouettes. Tu sais, combien de fois on se dit pourquoi Non. les Alouettes ne courent pas plus avec le ballon? Même si on nous avait fait des belles promesses hors du camp d'entraînement, une fois que la saison a commencé, ben c'est ça. On n'a pas vraiment vu d'équilibre. Mais quand même, pour les Alouettes, d'avoir couru 13 fois avec Travis Tice, ça, c'est quand même un bon nombre de courses, hein, je veux dire, dans le système, dans Ouais. Ouais, l'identité ouais. en attaque des Alouettes. Quand même, c'est une Mais Ouais, excellente mais moyenne là, qu'il a maintenue de 7,2 verges par ben, course. oui, mais je dois rajouter, on joue ce match-là contre Calgary, c'est une des pires équipes pour la course au sol. Et c'est cet avantage-là que je pense que les Alouettes auraient pu beaucoup plus été capables d'exploiter ayant plus d'effectifs au sol. C'est pour ça que je dis que ce match-là, j'aurais prévu un peu plus de jeux au sol, surtout contre les Stampeders qui ont une très grosse faiblesse parce qu'ils sont tellement hyper agressifs sur Ouais. leur jeu qu'ils créent justement des espaces pour créer des jeux au sol. Ils se sont fait pratiquement depuis le début de la saison pas mal rouler dessus pratiquement toute la saison. Puis c'était Mhm. une des remarques que toute la Ligue se faisait concernant la défensive des Stampeders. Mais Euh, je dois aller tout de suite dans la défensive parce que j'ai quelque chose que je dois ben, c'est ça. mentionner. Euh, il y a eu 3 knockdowns qui auraient dû être 3 touchés contre Calgary. Ça, On va dire des c'est passes rabattues. Ouais. c'est- c'est des passes rabattues, mais ça aurait dû être des interceptions pour des touchés. Il y en a eu 3. Exact. Et
Un Ouais. seul de ses retours pour un toucher change l'allure du match, change l'offensive, change Vernon Adams. On sait très bien, je pense que Didier, tu le sais tout autant que moi, Vernon Adams, si jamais les choses ne tournent pas rond et que l'avance est importante, il va prendre des gros risques. Il va Mhm. prendre il va faire des gestes qui vont tout simplement mettre à risque l'équipe au complet. C'est Vernon Adams parce qu'il veut tout simplement tout de suite avoir un impact, tout de suite changer l'allure du match. C'est oui, il est capable de jouer dans un système, mais normalement, un Vernon Adams, c'est pas une carrière extrêmement patient, surtout quand les choses ne vont pas de son côté. Écoute, Ouais, parlons-en très de la tôt dans le défense, match Didier. et ben oui, vas-y Marc-André, oui. Non, mais je voulais vous envoyer justement sur la défense. Là, Marc en a esquissé un mot. Pour parler de David Perales, là, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait dans la formation avant le début de la rencontre. Il a donné le ton au premier quart, un sac du quart. C'est lui qui a rabattu la passe également en fin de match. Son histoire, là, si vous avez la chance de lire l'histoire, il y a un bon texte d'Éric Leblanc sur le RDS.ca. C'est un gars qui revient de loin, là, qui s'était blessé dans la NFL et tout. On peut juste être content pour le gars Didier qui il a eu la chance d'obtenir un départ, de jouer, puis écoute, il a fait sentir sa présence. Ben oui, tu l'as dit, hein, tu sais, il a enregistré un sac du quart, son premier dans la Ligue canadienne très tôt au cours de la rencontre. Puis je t'en avais parlé la semaine dernière, Marc-André. Hein, tu sais, Peralez avait connu un bon camp d'entraînement. Puis j'avais aimé qu'est-ce que j'avais vu de sa part, tu sais, la semaine dernière à Saint-Léonard. Tu sais, possède un premier pas qui est explosif. Il est rapide, peut-être plus rapide que certains des ailiers défensifs qui font partie de la formation des Alouettes. Alors moi, j'ai bien hâte de voir la suite des choses pour lui. Parce qu'il a eu un impact dans ce match-là. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Najee Murray, je veux mentionner le nom de Najee Murray. Parce que Najee Murray, ça fait longtemps qu'il est là. C'est un joueur qui est fiable, qui est constant dans ses performances, et on n'en parle pas. Mais encore une fois, il a fait des gros jeux pour l'unité défensive des Alouettes contre les St. Peters à Calgary. Il a vraiment connu toute une rencontre. Je vais juste mentionner ça parce que Najee Murray, c'est possiblement un des joueurs les plus constants du côté de l'unité défensive des Alouettes. Je ne sais pas que ça t'en passe, Marc, mais c'est comme s'il passe constamment sous le radar. Mais lorsqu'il est en uniforme, il trouve toujours une façon d'aider l'unité défensive montréalaise. Ben, et oui, puis faut pas oublier, je pense qu'il a même créé un force fumble justement au dernier match sur. Oui, Est-ce que c'était provoquer lui? l'échappée, oui. Oui, Oui, exact. C'est lui qui a provoqué l'échappée là, avec son peanut punch sur Vernon en Adams première juste avant demi, qu'il oui. tombe au sol. Mhm. Exact. Puis, je, je peux en rajouter, quand on parle pas de la tertiaire, c'est parce que ça va bien. C'est tout simplement ça. Quand tu n'entends pas le nom d'Ento, Lorenzo Birds, oui, tu peux l'entendre lorsqu'ils font des interceptions pour des touchés, mais si tu n'entends rien, c'est parce qu'ils ont très bien fait. Et c'est ça souvent euh, l- l'optique qu'on dit, ah, mais on n'en parle pas assez souvent, mais c'est parce que soit que le carrière refuse de lancer le ballon parce que la couverture est tellement serrée, ou tout simplement que ils évitent de lancer de ce côté-là, ce qui fait en sorte que tu n'entends jamais parler du joueur. Je veux retourner aussi sur Perles. Son premier jeu du match, c'était un sac de score. Son dernier jeu du match, il a cloué, il a fermé le match avec un knockdown. Et un relais, il n'est pas très gros. Et je pense que qui est arrivé ce match-là contre Calgary, il avait des packages. C'est-à-dire il y avait probablement un nombre de jeux qu'on allait l'insérer. On l'insérait très souvent, je le voyais plus dans deuxième et long, dans des sections où est-ce qu'on pensait qu'on aurait besoin de mettre de la pression sur le corps. Mais ce que j'ai vu et qu'est-ce que j'ai constaté, c'est à partir que le match a continué à se dérouler et à continuer à avancer, RLS sortait beaucoup moins souvent du terrain. Et tout d'un coup, arrivé vers le milieu du troisième quart, quatrième quart, il n'est jamais sorti du jeu défensif. Il est resté tout le long sur le jeu défensif et il a été capable de performer sur les jeux de course et sur la pression sur le corps. Et c'est un gars qui a un moteur incroyable.
comme, lorsqu'on dit quelqu'un qui est inarrêtable, là, qui va continuer, qui va persévérer tout pendant 5, 6 secondes, même si le jeu semble arrêter, il va continuer à rouler, c'est Pearlet. Puis lui, je pense qu'il a un très beau futur devant lui et je pense même qu'il risque de tout simplement avoir une place ferme au sein de la défensive des Alouettes de Montréal. Il avait fait sa marque à l'université Fresno State. C'est l'un des meneurs dans l'histoire de l'université pour les sacs du corps, sixième all-time de tous les temps à l'université Fresno State. J'aimerais vous entendre, Didier, sur le prochain match rapidement. Le prochain match, c'est samedi à Calgary à 16h. Tu t'envoles pour Calgary, la ville du vice, Didier. Écoute, Ah oui? Je ne savais pas que Calgary a cette réputation-là. Ben, Marc peut nous dire, il a vécu là-bas, il a joué pour les St. Peters. j'ai- Est-ce que c'est là, les est-ce choses que vont c'est le changer Vegas, là-bas. Las Vegas de l'Ouest canadien? ouais, c'est ça. Oh non, non, on est loin, loin, loin de ça. Là-bas, je vais vous dire franchement, là, c'est des bureaux pour des compagnies de gaz, des banques et quelques restaurants par-ci par-là. La ville a complètement changé. La ville n'est Et plus ce qu'elle était. Dans Steakhouse, mon temps, par j'espère. exemple, le Roof Crew Steakhouse, il y a le Ah, Roof Crew, ouais, mais à partir de là, Calgary, ce n'est plus la même ville. Il y avait un temps que la ville avait le Electric Avenue. Cette avenue n'existe plus. Ça a été changé pour des Ah, condominiums puis des bureaux. OK. Et puis Hmm. ouais, la ville n'est plus ce qu'elle était, il y a là. La beaucoup de choses ville, à faire si c'est justement, un j'ai fan été. de plein air. Si c'est un fan Oh, de plein air, il y Oui, a quand oui, même beaucoup de choses à faire à Calgary. oui, oui, aller à Banff, aller à Cochrane, aller Mhm. à Airdrie, aller à il y a Balzac, beaucoup aller de choses à faire. faire à Calgary, mais pas à Calgary. Exactement, il faut sortir de la ville. En ville, là, je vous dirais, à moins que vous ayez des conférences sur l'efficacité énergétique, là, je pense pas que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui sera à surveiller pour le match? J'imagine que les deux équipes ont gardé une partie de leur cahier de jeu intact là, pour des. Ils ont gardé des surprises pour ce deuxième match en 2 semaines entre les deux formations, Didier. Ouais, ben, ça va être intéressant, tu sais, parce que ça, c'est un concept là, qui est nouveau de cette année, d'avoir les mêmes équipes, les équipes de l'Est et de l'Ouest s'affronter lors de semaines consécutives. Si je ne me trompe pas, ça va arriver 2 autres fois durant l'année. Les Alouettes vont jouer une série aller-retour contre les Rough Riders à Saskatchewan et je crois également contre les Lions de la Colombie-Britannique. Mais peu importe. Pour répondre à ta question, Marc y a touché tout à l'heure. Est-ce qu'on va peut-être utiliser le jeu au sol davantage? Tu sais, contre cette défense des Stampeders qui est agressive. Mais en même temps, l'identité des Alouettes, c'est quoi? C'est eux-mêmes d'être agressifs en attaque. On aime attaquer les zones profondes. On a un carrière qui a le bras pour le faire. On a un receveur explosif en Tyson Philpott pour réussir des jeux, des longs jeux. Alexander Hollins a encore inscrit un autre touché, un deuxième touché lors d'une deuxième rencontre de suite pour le vétéran receveur. Alors, c'est ça que je vais surveiller. Est-ce qu'on va essayer peut-être d'utiliser un peu plus le jeu au sol? Et est-ce que Vernon Adams pourra protéger le ballon? Parce qu'encore une fois, Marc vient d'en parler. Les demi-défensifs des Alouettes ont mis des mains sur des passes de Vernon Adams. Malheureusement, je pense notamment à Dan Callis qui n'a pas été en mesure de réussir une interception. Il l'avait dans les mains. Ça aurait été une interception retournée pour un toucher. Ben, c'est ça. Adams n'a toujours pas été victime d'interception cette année, tout comme Davis Alexander. Mais est-ce que Vernon Adams, ben c'est ça, sera victime de revirement. Il a été victime d'un revirement contre les Alouettes. Ben là, est-ce que ça a des interceptions? Alors, le show, ça a des Alouettes, et si Adams peut éviter les revirements, ce sont les deux choses que je vais surveiller samedi prochain. Toi, de ton côté, Marc, qu'est-ce que tu vas surveiller lors de la rencontre? Les unités spéciales. Ça a Oh. été vraiment comme on dit en anglais, un nail biter, de voir McAllister être à Ben un ouais, joueur de se encore. retrouver dans le. Ouais, puis d'avoir Maltos se retrouver à faire des plaqués, là. Ça me rend très, 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 très nerveux. Ah, tu as bien de On le s'entend mentionner, que ouais. c'est. Pourquoi? Parce que là,
On a vraiment des Beverett qui étaient vraiment présents sur l'unité spéciale. Souvent, à cause de sa blessure, puis pour essayer de le manager un peu plus, il se retrouve beaucoup plus en défensive. On avait plus le service de Quentin Harcourt. Présentement, Quentin Harcourt prend seulement des répétitions sur les kick-offs, en fin de compte, parce qu'il est beaucoup trop impliqué sur la défensive. On avait des éléments qui étaient vraiment euh, in- incroyables sur les unités spéciales, mais à cause qu'ils se sont prouvés et qui sont rendus beaucoup plus efficaces en défensive, on les a perdus sur les unités spéciales. Et j'avais eu une conversation avec Alexandre Gagné, justement, puis lui, étant un vétéran, il sait que la seule manière de pouvoir contrer le fait qu'on a perdu des éléments physiques, et c'est de se préparer beaucoup plus intensément contre une équipe comme Calgary. Et je pense que Byron et toute l'équipe des unités spéciales vont passer beaucoup de temps sur la vidéo, beaucoup de temps sur leur ligne de, de couverture pour ne pas permettre les ouvertures que McAllister a eues justement au dernier match. Et Donc, je dirais, oui, oui, vas-y. oui, vas-y, conclue. Non, non, Marc, Ouais, conclue ce que tu voulais ouais. dire. Excuse-moi. Moi, moi, je dirais que ça va être la clé et je pense qu'il y a des joueurs qui vont devoir se lever, surtout ces unités spéciales, comme Huawei va devoir se lever, ces unités spéciales. Tyrell Richards va devoir avoir un fort match et bien sûr, notre capitaine de Québec, Alexandre Gagné, va devoir avoir un fort match ces unités spéciales si on veut rester euh, de- dans un match où les Alouettes ont le contrôle ou se retrouver à ce que le match se termine seulement sur les 30 dernières secondes. Donc, on le rappelle, Ouais, c'est vrai, ça c'est fait. samedi, c'est 16h, à 16h, Stampeders Alouette. Didier. Oui, alors bien sûr, ça sera une rencontre à ne pas manquer. Écoute, Marc, on te remercie. On t'a perdu en vidéo, mais c'est pas grave, on était en mesure de Ouais, t'entendre. Écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. On va un devoir plaisir. répéter ça là, dans un avenir approché, du moins d'ici la fin de la saison. Donc écoute, porte-toi bien, puis je Certainement. te souhaite de passer une bonne journée au travail. Merci, toi aussi. Merci. Le tournoi de golf de la Société Alzheimer de Montréal va avoir lieu le 18 août et je vous invite à y participer. Si vous n'êtes pas en mesure d'y participer, ben, je vous invite à aller sur le site de la Société Alzheimer de Montréal et de faire un don. Parce que la Société Alzheimer Montréal, ben, non seulement elle vient en aide aux gens qui souffrent de cette terrible maladie, ben, elle donne un coup de pouce également aux proches aidants des gens qui souffrent de troubles neurocognitifs. C'est une cause que j'ai à cœur étant donné que ma mère souffrait d'Alzheimer, ma sœur était sa proche aidante. Alors, pour moi, ben, c'est une cause qui est importante. Il ne faut pas oublier que la population est vieillissante et qu'il y a de plus en plus de gens qui vont souffrir dans l'avenir de troubles neurocognitifs. Alors, je vous invite à participer au tournoi de golf de la Société Alzheimer mardi le 18 août. Ça va avoir lieu au club de golf Whitlock. Encore une fois, si vous n'êtes pas capable d'être présent, d'y participer, bien, allez sur le site de la Société Alzheimer de Montréal et faites un don parce que c'est réellement pour une bonne cause. Alors maintenant, ben, je vous invite à écouter ou à regarder mon entretien avec le receveur de passe des Panthers de la Caroline, Malik Mega. Malik est un ancien des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Il a porté les couleurs des Nittany Lions de l'Université Penn State et également de l'Université Coastal Carolina où il a terminé sa carrière universitaire. Le printemps dernier, il a été repêché par les Tiger Cats de Hamilton de la Ligue canadienne, mais il a également signé avec les Panthers de la Caroline. Alors, il va participer à leur camp d'entraînement. Il espère bien sûr se tailler un poste avec la formation de la NFL. Alors, voici mon entrevue avec Malik Mega. Alors, Malik, tu te retrouves présentement au Texas. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais là? Je suis au Texas, je m'entraîne juste avec mes amis qui jouent dans d'autres équipes dans la NFL, Parker, Washington, Mitchell Tinsley, puis mon boy Keandre Lambert-Smith, des gars avec qui j'étais à Penn State. Oui, puis comment ça se passe justement vos entraînements? Comment se passe ta préparation en vue du camp d'entraînement là, qui s'en vient là, très rapidement à la fin du mois? Ouais, ça se passe vraiment bien. On s'entraîne 2, 3 fois par jour. On se lève très tôt le matin. On est vraiment sur le grind. On essaie d'avoir les entraînements les plus difficiles maintenant, comme ça qu'on arrive au camp d'automne. Il n'y a rien qu'on n'aura pas déjà fait. Ouais.
Oui, et puis avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que tu as eu quelques embûches, question de visa. Tu as gradué de l'Université Coastal Carolina, mais là, ça a fait Mhm. en sorte que tu n'avais plus de visa étudiant, puis ça t'a donné quelques troubles, quelques ennuis, qui a fait en sorte que tu as raté quelques entraînements avec les Panthers. Si tu pouvais expliquer aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent la situation que tu as vécue là, lors des derniers mois. Exact. So, basically, j'ai signé après le draft, puis ils ont commencé le processus pour moi avoir le visa. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire de leur bord, mais c'est un long processus. Donc, ça a pris un bon mois avant que j'ai mon visa puis que je puisse rentrer dans le pays. Mais finalement, ça a bien fonctionné, puis je suis ici et je suis content. Ouais, peut-être. Bon, malheureusement, tu as dû rater quelques entraînements, mais tu as pu participer au mini-camp, c'est bien ça, des Panthers? Exactement. Ouais, puis dis-nous comment s'est passée cette expérience-là, là. Tu sais, sur le terrain, avec des joueurs de la NFL, tu as joué à un haut niveau de football, que ce soit à Penn State ou à Coastal Carolina, mais là, de prendre part à tes premières séances d'entraînement avec une équipe de la NFL, dis-nous là, premièrement, ton premier entraînement, comment ça s'est déroulé, puis est-ce que tu te sentais un peu émerveillé par tout ça, ou sinon, au contraire, tu te sentais dans ton élément? C'est sûr que c'est un rêve qui se réalise. Donc, finalement, quand tu arrives sur le terrain, tu prends une bonne respiration, puis t'es comme, OK, nice, c'est nice, je suis là. Mais à la fin de à la fin de la journée, c'est un travail, puis la job doit être faite, là. So, tu te concentres pendant l'entraînement, puis tout. Mais non, c'était vraiment cool. Mon coach, il a dit, vu que j'étais là-bas j'étais au Canada pendant longtemps, il va pas me lancer dans la bouche du loup en ce moment directement. So, Tant mieux. tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite, il m'a easé in, comme on pourrait dire. Puis ça s'est vraiment bien passé. Puis je suis vraiment grateful de l'occasion que j'ai devant moi. Ouais, puis c'est quoi le feedback, s'il y en a, que les entraîneurs t'ont dit là, à la conclusion du minicamp? Ah, c'est juste fais ta job puis reste en shape. Reste en shape le plus possible parce que quand on revient, il n'y aura pas de petit temps pour pas être en shape, là. Genre, quand on revient, Mhm. we hit the ground running, puis c'est parti, là. So, le plus gros feedback que tout le monde reçoit, c'est va pas juste prendre des vacances, va prendre des vacances, là. Tu dois vraiment t'entraîner fort. So, on Ouais, a puis, reçu puis ça à les la lettre. entraîneurs, ouais, définitivement. Puis les entraîneurs vont être moins patients aussi, là, quand tu parles du camp d'entraînement à la fin de l'été pour la saison, durant les mini-camps, ils comprennent que, bon, tu viens tout juste de sortir de l'université et tout, puis là, comme ils disaient, tu arrivé du Canada, fait que là, ils mettaient des gants de Mhm. velours. Mais là, il n'y aura plus de gants de velours, là, une fois que le camp d'entraînement Eh, va commencer à la fin du mois, hein. exactement. Là, les vraies choses commencent. Ouais. Puis toi, de ton expérience justement durant les entraînements, durant le mini-camp, est-ce que tu t'es aperçu il y a quelque chose que tu dois améliorer, sur lequel tu travailles cet été, comme tu le fais là avec tes amis au Texas présentement? Je dirais pas que ces 2 entraînements m'ont montré quelque chose de nouveau. Faut juste que je continue à travailler, faire mes entraînements, courir mes routes chaque jour, rattraper des ballons chaque jour, puis juste être un receveur complet, exactement. Ouais. Ouais, puis est-ce que tu as eu des contacts avec les Tiger Cats de Hamilton parce qu'ils t'ont repêché au mois de mai dernier, tes droits appartiennent à eux. Est-ce que tu es en contact avec eux ou si tu te laisses faire tes affaires là présentement avec les Panthers? Ouais, en ce moment, ils me laissent faire mes affaires, puis si à la fin de la journée, je dois aller là-bas, ben c'est ça, on va retourner en contact, mais pour l'instant, ils me laissent faire mes choses ici aux États-Unis. Ouais, qu'est-ce que tu crois qui joue en ta faveur, la fin de te tailler un poste avec les Panthers à Caroline? Parce que tu es un gros bonhomme pour un receveur de passe, hein, pour les gens qui ne le savent pas, tu mesures quoi? 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Ouais, Tu c'est p pèses quoi trois, ouais. environ? Combien tu pèses maintenant, là, Malik? 205. De 205, ouais. Puis c'est juste du muscle en passant, là. Si les gens peuvent aller sur son compte Instagram, là, il n'y a aucune once de graisse sur ta charpente. Le fait que tu as joué sur les unités spéciales également à Penn State, à Coastal Carolina, à quel point tu crois que ça pourrait t'aider avec les Panthers, justement, afin de te forger une Ouais, place au sein de la formation? je pense que ça va être un gros avantage pour moi. C'est des choses que j'ai déjà faites. Puis j'ai été en contact avec le coach des unités spéciales aussi. Puis il sait ce que je suis capable de provide sur les unités spéciales. So, ça va être, je pense que ça va être là que je peux faire la différence. Puis après ça, petit à petit, gravir les échelons, mais ça va être un bon début. Ouais. Ouais, puis lors des dernières semaines, tu as participé, en fait, en raison du problème de visa que tu avais,
Est-ce que tu es en mesure de t'entraîner avec Bryce Young? Euh, Quand j'étais là-bas, non, je me suis pas entraîné avec lui, mais pendant le mini-camp, ouais, j'ai été capable de m'entraîner avec lui, mais c'est ça, Ouais. j'ai raté pas mal. J'ai raté pas mal toutes les occasions que j'avais à part les 2 dernières journées, donc j'ai dû profiter Hmm. de ça. Puis après ça, après ça, on était capable d'aller dans un skills retreat à Arizona, puis on s'entraînait la semaine au complet là-bas avec des tight ends, des receveurs, puis c'est ça, c'était vraiment le fun. On s'entraînait le matin, puis après ça, on chillait avec les gars, on regardait les matchs de la Coupe du Monde. Ouais, Oui, oui, bah oui, c'est vrai, du soccer, il y en avait à tous les jours là, à ce moment-là exact. du tournoi, ouais, à tous les jours, pratiquement Mhm, 24 heures sur 24. Dis-moi, est-ce qu'il mhm, y a un joueur qui t'a impressionné, comme tu viens de dire, là, tu as juste participé à 2 jours du mini-camp, mais puis, tu sais, j'en parlais avec Rohan Jones, lui qui est avec mhm, les Rams de Los Angeles, puis il disait que, tu sais, c'est impressionnant, là, lorsque Myles Garrett s'est joint aux Rams, il le regardait aller durant les mhm. entraînements, vraiment physiquement, puis la façon qu'il se déplace et tout. Toi, est-ce qu'il y a un joueur comme ça, là, tu sais, qui a retenu ton attention, tu te disais, waouh, ok, ça, c'est tout un athlète et tout un joueur. Je dirais notre running back, Chuba Hubbard. C'est un Ah oui, Canadien aussi, bah oui, puis d'Alberta, hein. exactement, c'est un Canadien, puis la manière qu'il pratique chaque jour, juste les 2 jours que j'ai vus, sa manière de pratiquer est vraiment bonne, puis son éthique de travail, elle est déjà ressortie du lot avec 2 jours que j'étais là. Ouais. Ah oui, puis est-ce que tu as pu lui parler? Est-ce que vous êtes liés d'amitié un peu, étant donné que les deux, vous êtes des Canadiens ou pas vraiment? Ouais, ouais, on a eu quelques bonnes conversations ensemble, puis il m'a dit ce que j'ai besoin de le laisser savoir, puis il va s'occuper de moi. Je pense que ça va être un peu comme un grand frère pour moi. Ben, il va bien m'aider. Ouais. Ouais, ben là, ça c'est vraiment super. Alors dis-nous, Malik, avant qu'on se quitte, là, il te reste, lorsqu'on enregistre ce podcast, il reste juste une douzaine de jours là, avant que tu dois te Mhm. rapporter au camp d'entraînement des Panthers de la Caroline. Comment tu vas profiter de ton été, là, juste là, là? Je sais que tu es un gros fan de soccer. Là, on est dans Mhm. le tour éliminatoire de la Coupe du Monde. Alors, j'imagine que tu vas Ouais. passer ton temps à regarder un peu de soccer. Puis, qu'est-ce que tu vas faire d'autre là, afin de profiter d'environ des 2 semaines, là, même moins de 2 semaines qui restent à ton été, là. Ouais, en ce moment, en ce moment, je regardais les games de soccer quand on était en Arizona, mais depuis que je suis revenu, j'ai même pas vraiment checké. On fait juste s'entraîner, puis on check notre playbook, on est vraiment concentré, mais c'est sûr, si je suis capable de regarder la finale, je sais pas c'est quelle date, mais si je suis capable de la regarder, je vais la regarder, mais en ce moment, on n'a pas trop le temps de niaiser, là. C'est On est correct, vraiment Malik. concentré. Ouais, Écoute, ça fait longtemps que tu travailles pour avoir cette opportunité. Tu y es. Alors, tu fais bien d'être concentré. Puis la Coupe du Monde, tu pourras toujours regarder les faits saillants à un exact, autre moment donné. Mais là, au moins, tu as tes priorités à exactement. la bonne place. Alors, même le soccer, te fait pas là, perdre ta concentration. C'est une bonne chose. Non. Mais écoute, Malik, reste concentré de la sorte afin de ne pas rater cette opportunité. C'est peut-être la seule que tu vas avoir. Je te souhaite d'être en mesure justement de la maximiser. Je te souhaite la meilleure des chances une fois que le camp d'entraînement des batteurs sera commencé. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Marc-André, aujourd'hui, tu vas continuer à dévoiler un de tes top 20 et cette fois-ci, on y va avec la position d'ailier rapproché. Et chose certaine, Didier, avec les ailiers rapprochés, j'en ferai pas 40 parce que c'est un peu plus mince Non, ok, c'est juste un qu'un top groupe 20, de ouais. receveurs. Non, on va y aller en position 1 avec Brock Bowers, l'ailier rapproché des Raiders de Las Vegas. Également, c'est le receveur numéro 1 des Raiders. Vraiment, l'attaque va passer par lui. C'est super intéressant, Brock Bowers. En 2, nous avons Trey McBride des Cards de l'Arizona. En 3, Colston Loveland des Bears de Chicago. On a vu son émergence en fin de saison. Tyler Warren des Colts d'Indianapolis. Je pense qu'on va voir un changement de garde du côté des Colts. On va impliquer davantage Tyler Warren. Pour moi, Didier, il y a un groupe de 4 qui se détache à l'avant. Si vous voulez payer un premium pour un ailier rapproché, ces 4-là, je pense qu'ils se détachent du lot. Par la suite, on retrouve Harold Fannin des Browns de Cleveland. Et je veux vous parler de Colston Loveland, Didier, on a vraiment vu l'émergence d'un ailier rapproché numéro 1, toute étoile en fin de saison. Ciblé 48 fois lors des 4 derniers matchs, si on inclut les éliminatoires, ciblé 21 fois de plus que les autres receveurs de l'équipe, imagine-toi donc. DJ Moore est parti du côté des Bears. Je pense que l'attaque va s'organiser autour de Loveland, autour de Burden, autour de Rome Odunze également. C'est vraiment
je pense qu'il sera une pièce maîtresse de l'attaque des Bears cette saison. Je trouve que Colson Loveland, qui est l'allié rapproché numéro 3, c'est un choix de quatrième ronde en ce moment. C'est quand même cher pour Colson Loveland, mais je pense qu'il pourrait rapporter énormément de dividendes. Ouais, j'ai hâte de voir l'an 2 de Colson Loveland. Dans le cas de Bowers, tu l'as dit, écoute, c'est non seulement le receveur numéro 1, c'est pratiquement le seul receveur qu'ils ont, là, même si C'est c'est un ailier l'attaque. rapproché. Tu sais, les Raiders ont un des pires groupes de receveurs là, de toute la NFL. On n'a pas de receveur numéro 1. C'est bel et bien Brock Bowers. Puis Tyler Warren, j'ai hâte de voir ça, tu sais, avec le départ de Pittman. Alors peut-être qu'on va lui faire plus de place. Tu sais, peut-être que le départ de Pittman va faire qu'il va être encore plus ciblé. Alors, ça serait intéressant également, joueur de deuxième année à des Colts d'Indianapolis. Maintenant, les positions 6 à 10 de ton classement. Alors, sixième position, bon, on retrouve Tucker Kraft des Packers de Green Bay qui, lui, ben, malheureusement, il a vu sa saison 2025 se terminer en raison d'une blessure à un genou, mais il connaissait vraiment toute une saison. Tucker Kraft, on dit qu'il est en santé, il est au camp, tout va bien. Écoute, s'il amorce la saison, j'adore Tucker Kraft. Je trouve que pour un ailier rapproché qu'on repêche un peu plus tard, j'aime beaucoup Tucker Kraft. On a vu ce qu'il pouvait faire l'année dernière lorsqu'il était en parfaite santé et l'attaque des Packers. Écoute, je pourrais même vous dire que je pense que c'est le meilleur receveur de l'attaque des Packers. Ou le receveur Hmm. en ce moment, devant même Christian Watson, si tout le monde est en santé. Bref, ensuite, George Kittle, lui aussi, se remet d'une blessure. On dit qu'il sera là au camp d'entraînement également. C'est pour ça qu'il est quand même assez haut. Il pourrait descendre si jamais il y a des complications. Mais pour l'instant, George Kittle prévoit être au camp des Niners très bientôt. En 8, nous avons Kyle Pitts. Si vous avez écouté ton entrevue avec... j'ai écouté ton entrevue avec Mathieu Bergeron, qui est en amour avec Kyle Pitts. Évidemment, il est un peu biaisé, mais Ouais. quand même, il dit qu'il pourrait connaître une grande saison, Kyle Pitts. Alors, il ne faut pas oublier qu'il demeure encore très jeune. Il est talentueux. En 9, nous avons Sam Laporta et en 10, Dallas Goedert des Eagles de Philadelphie. Je veux m'attarder sur le cas de Dallas Goedert, Didier. L'allié rapproché numéro 7 l'année dernière au total. C'est quand même impressionnant pour Dallas Goedert. C'est surtout le fait qu'il a marqué 11 touchés. C'est ça qui a été payant dans son cas. Il a terminé 7e à la position pour les cibles dans la zone début. Ça, c'est intéressant parce qu'avec le départ des J. Brown, Didier, je pense pas que ça va y aller en diminuant les cibles dans la zone début pour Dallas Goedert. On a repêché Eli Towers du côté des Eagles, c'est sûr, mais on dit qu'il est très loin derrière Dallas Goedert au camp d'entraînement. Ce sera un projet, peut-être un départ à la Colston Loveland l'année dernière, qu'on n'a pratiquement pas vu en première moitié, puis il a commencé à prendre du galon. Je m'attends à tout le moins qu'en début de saison, Dallas Goedert soit l'allié rapproché pratiquement sur tous les jeux des Eagles, tous les jeux de passe du moins. On a le nouveau coordinateur offensif, c'est Sean Mannion également, qui arrive des Packers. On parlait de Tucker Kraft tantôt, à quel point il avait connu un début de saison exceptionnel. Mais Sean Mannion, c'est peut-être une attaque qui est justement favorable à un gars comme Dallas Goedert. C'est l'allié rapproché numéro 15 en ce moment. Pour moi, je l'ai mis un peu plus haut dans mon classement. C'est un choix de 11e ronde. Ça coûte pratiquement rien en fin de repêchage. Si vous voulez repêcher un ailier rapproché tardivement, je pense que Dallas Goedert, là, ça pourrait être une option à faible prix, pourrait rapporter gros également. Maintenant, les positions 11 à 15. Et on retrouve dans cette portion de ton classement, Travis Kelce, là, on nous montrait à quel point, ben c'est ça, là, il est en fin de carrière. Puis quoi, durant les 10 dernières années, il a toujours fait partie du top 5. Hein. Tu sais, c'est pas du top 3 à la position de les Mm. rapprocher, mais là, on le retrouve en 12e position. Écoute, à partir de 11 à 20, là, on dirait des fois les ailiers rapprochés, tu sais, l'espèce de pince là, que tu prends des toutous quand tu vas au cinéma ou dans des jeux, Ah, là, c'est un peu ça. Sélectionnez votre favori ou peu ouais, la importe. pince qui Écoute, ils manque ont tous des jamais. défauts. Ouais, C'est pratiquement impossible de saisir un exactement. toutou avec ces pinces-là. Là. Ouais. C'est pas fait pour gagner C'est un ce peu jeu-là, en tout cas. Ouais. C'est un peu ça, les alliés rapprochés. Ça a été difficile de les classer, mais en 11, on retrouve Jake Ferguson des Cowboys de Dallas. En 12, Travis Kelce, tu en as parlé. En 13, Mark Andrews. On a choisi Mark Andrews côté des Ravens. On a un nouveau compteur à l'attaque. On est rempli de promesses. Peut-être que Mark Andrews, il en reste dans le réservoir. Orlando Gadsden en 14 des Chargers de Los Angeles. J'adore Orlando Gadsden. Le problème, c'est qu'on a signé David Njoku et on a signé aussi une panoplie d'alliés rapprochés pour bloquer également. Je ne sais pas à quel point Orlando Gadsden va être sur le terrain fréquemment, du moins en début de saison. En 15, on retrouve Isaiah Likely des Giants de New York. Il y a un petit buzz du côté d'Isaiah Likely. On se dit, il n'est pas là pour rien. Il a suivi John Harbaugh. On devrait l'impliquer dans l'attaque. Mais il me semble que ça fait 2 ans qu'on dit ça, John Harbaugh, Likely. C'est pas ça qui se passe.
On a Theo Johnson Mm. également du côté des Giants, qui est pas un pied de céleri non plus, là. Donc, pour moi, j'ai mes réserves envers Isaiah Likely en ce moment. Et si je m'attarde sur un ailier rapproché, c'est Jake Ferguson des Cowboys. On le sait, les Cowboys vont avoir une attaque explosive. Mais l'affaire qu'il faut comprendre, Didier, c'est que l'année dernière, Jake Ferguson il a été impliqué dans l'attaque des Cowboys en l'absence de CeeDee Lamb, entre autres. 51 catchs, 6 touchés lors des 7 premières semaines en l'absence de CeeDee Lamb ou CeeDee Lamb qui jouait sporadiquement. Il était l'allié rapproché numéro 1. Et lorsque tout le monde était en santé en fin de saison, Ah. lors des 10 derniers matchs, il a terminé au 22e rang à la position d'allié rapproché. Donc, tout porte des deux. En fait, l'implication et la production de Jake Ferguson repose vraiment sur la présence ou non, la disponibilité des deux receveurs étoiles que les Cowboys ont. C'est l'allié rapproché numéro 13 en ce moment. C'est un choix de 10e ronde. Écoutez, entre Rondé Gadsden, Travis Kelce, Jake Ferguson, moi j'ai mes préférences, vous avez vos préférences, c'est un peu ce que j'essaie de vous dire. Euh, je trouve que c'est une bonne sélection, mais c'est un gars. Si on décide de repêcher un ailier rapproché tardivement comme Ferguson, on le sait que durant la saison, on va devoir aller sur notre fil de joueur autonome puis en trouver un autre ou peut-être essayer selon l'affrontement, là, de prendre l'ailier rapproché, de regarder les défenses adverses plutôt que de garder un seul nom. Mais Jake Ferguson, ça pourrait vous rapporter selon justement l'affrontement de semaine en semaine. Les positions 16 à 20, en commençant par Brenton Strange, des Jaguars de Jacksonville, lui qui a été récompensé il y a quelques jours de ça, ou c'est quoi, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, en tout cas, Mm. destiné prolongation de contrat avec les Jags. Il est bon, Dustin. Je pense que c'est un ailier rapproché talentueux, Brenton Strange. Le problème, c'est que là, présentement, au camp des Jags, ce qu'on entend de Jacksonville, c'est que tous les receveurs sont bons. Puis on a un Ouais. paquet de receveurs, là. On a Strange, on a Thomas qui connaît le camp de sa vie, on a Jacoby Myers, on a Travis Hunter, on n'en a même pas parlé, on a Parker Washington qui connaît le camp de sa vie aussi. Bref, je ne sais pas où le ballon va s'en aller. Brenton Strange, je trouve que c'est un ailier rapproché talentueux, mais le problème, c'est la distribution du ballon. J'ai hâte de voir à quel point la pointe de tarte va être grosse pour Brenton Strange. C'est vraiment ça la question. En 17, nous avons Hunter Henry. Hunter Henry, c'est comme le tofu. Si je veux dire, c'est correct, ça va faire la job. Vous pouvez avoir un toucher à chaque semaine, mais attendez-vous pas à avoir une production qui s'échelonne sur toute une saison. Mais Hunter Henry, dans certaines situations, c'est un bon allié rapproché. Chigo Okonkwo des Commanders de Washington. Nous avons Terry McLaurin. On se demande qui sera la deuxième cible de l'attaque menée par Jaden Voilà. Daniels. Ça pourrait être Peut-être Chigo que ça sera au Okonkwo. Conco. Ça pourrait être Ouais. ça pourrait être. En tout cas, ça ne sera pas Brandon Ayuk. Là. Non, non, Il non, s'en non. va directement en enfer en ce moment. Bref, Joanne Johnson, même chose. L'année dernière, il était la deuxième cible derrière Chris Olave. Là, on a ajouté Jordan Tyson. À quel point ça va avoir un impact sur la production de Joanne Johnson, ça reste à voir. Et j'ai mis Greg Dulcich en 20, qui est rendu avec les Dolphins. L'année dernière, Greg Dulcich, messieurs, parce que quelqu'un doit attraper le ballon avec les Dolphins de Miami. C'est un peu ça mon point. Tu penses que L'année ça va dernière, être il a lui? terminé deuxième. Écoute, ça pourrait être lui. Terminer deuxième pour les verges par tracé, c'est une statistique que les fervents de stats avancées adorent pour justement évaluer l'impact et la production d'un joueur à venir. C'était en 10 matchs seulement. Ça, c'était quand même intéressant. Il y a une chimie qui s'installe déjà avec Malik Willis lors des minicamps. Les Dolphins, il ne faut pas oublier qu'on va jouer souvent du football de rattrapage en 2026. Je ne dis pas de repêcher Greg Dulcich, loin de là, mais je dis que peut-être un billet de loterie dans des pools là, à plusieurs allées rapprocher. Moi, j'ai un pool, par exemple, que j'en repêche 3. Ça pourrait être un gars que j'aimerais mettre sur mon banc en fin de ronde. Mais peut-être juste regarder un peu ce que l'attaque des Dolphins a l'air. Greg Dulcich pourrait en bénéficier. Ah, Greg Dulcich, moi je me souviens toujours là, lorsque Sean Payton est arrivé à Denver, puis là, il disait qu'il allait en faire son Joker, qu'il allait trouver un rôle au Mm. sein de l'attaque. Ça s'est jamais concrétisé. En tout cas, mais comme tu as dit, par la force des choses, il y a des ailiers rapprochés qui vont peut-être être productifs, là. Peut-être qu'ils vont être des surprises au niveau du fantasy football, étant donné que leur équipe n'ont pas de receveur de passe. On va parler de Dulcich avec les Dolphins, au concours avec les Commanders, et puis la même chose avec Brock Bowers, avec qui on avait commencé Mhm. la conversation. Alors, on va pouvoir revisiter tout ça au cours de la saison, Marc-André. Ben écoute, on a fait le Absolument. tour. Hey, je te remercie.
pour ta contribution à cet épisode du podcast. On remercie bien sûr Mac Calix et Guillaume, sans qui rien ne serait possible. Alors, on espère que cet épisode du podcast Le Sac du Car vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine.